pourquoi on devrait chanter beaucoup plus souvent, même mal. Renverser la table. Révolte, culture, joie de vivre. J'ai vu un film qui m'a bouleversée, où pendant 2 heures, on voit des femmes qui chantent et qui dansent ensemble. C'est une comédie musicale sur des féministes au Chili, ça s'appelle La Vague, de Sébastien Lelio. Et le personnage principal s'appelle Julia, elle est étudiante en musique, elle apprend à chanter. Et ça m'a donné envie de vous raconter pourquoi il faut absolument chanter beaucoup plus souvent, pourquoi avant on chantait beaucoup plus que maintenant, et pourquoi il faut recommencer, parce que c'est une action essentielle à notre santé, à notre bien-être, à notre sentiment d'être ensemble. C'est une façon de s'exprimer qui est assez unique. Il y a plein de raisons pour ça, je vais vous expliquer. Mais d'abord, est-ce que vous vous souvenez de cette chanson ? El violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ça dit, et je n'y étais pour rien. Et c'était pas de la faute de ma tenue, et c'était pas de la faute de l'endroit où j'étais. Moi, quand j'ai un coup de mou, je la regarde. C'est une performance qui a été créée par un collectif chilien qui s'appelle Las Tesis. Et puis ensuite, plein de féministes se le sont appropriés dans plein de pays du monde, dans des langues différentes, avec la même chorégraphie. Et à chaque fois, ça me donne des frissons. Il y a dedans une force collective incroyable. L'État oppresseur est un macho violeur. Avec des paroles très fortes et très simples, mais qui sont comme un condensé des pensées féministes contemporaines concernant les violences sexuelles. Donc le fait que c'est pas le fait de monstres individuels, mais que c'est un système d'oppression collectif dans lequel l'État joue un rôle en ne réprimant pas et en créant en fait les conditions de ces violences sexuelles. Et ce collectif Las Tesis, elles ont été très inspirées par notamment la penseuse Rita Larroa-Segato, qui est très importante dans la pensée féministe hispanophone. Et c'est des voix, les voix du Brésil, d'Amérique du Sud, qu'on entend très peu en fait en France. Et donc c'est pour ça que j'étais tellement heureuse de voir un peu de cette culture féministe, de cette pensée, de cette façon d'agir apparaître dans ce film La Vague de Sébastien Lelio, qui sort le 5 novembre au cinéma en France. L'histoire en très bref, c'est celle de Julia, une étudiante à l'université en musique, qui après une agression va se retrouver très impliquée dans un grand mouvement de dénonciation des violences sexistes et sexuelles dans sa fac. Et c'est un film qui pose plein de bonnes questions, qui est pas non plus un film de propagande féministe, parce que y a un peu tous les points de vue qui sont représentés, mais il y a aussi une bonne critique, je trouve, de l'hypocrisie des institutions, de l'ambivalence des réponses de ces institutions qui, par exemple, pensent que il suffirait d'exclure les agresseurs pour que tous les problèmes soient réglés. Il y a aussi des parodies assez drôles, des psychologues qui essayent de tout régler et de faire la réconciliation entre les sexes, et puis des scènes assez glaçantes de chorégraphie avec des policiers. Enfin, c'est un film qui a un point de vue original sur les grands mouvements de dénonciation des violences sexuelles qu'on a connus ces dernières années. Et puis c'est un film qui donne de la joie et de la force, parce que c'est d'abord une comédie musicale. Et on y retrouve cette esthétique très particulière qu'on voit dans la performance El violador eres tú, parce que pendant 2 heures, on voit ces étudiantes révoltées, ces étudiantes féministes, qui ont toutes les apparences possibles, et qui dansent, et qui crient, qui lèvent le poing, qui chantent ensemble. Parfois elles ont des cagoules rouges, elles ont des rangers, elles ont des tenues hyper stylées à chaque fois, et toujours un air très décidé, qui donne une force. Enfin, moi, j'en suis ressortie galvanisée. Et je crois que c'est grâce à ces chants collectifs qu'elles entonnent tout ensemble à plusieurs dizaines. Ça m'a bouleversée.
Alors vous qui m'écoutez, je ne sais pas où vous en êtes avec votre voix chantée. Est-ce que vous chantez tous les jours, tout le temps, facilement? Peut-être c'est une partie de votre métier. Peut-être vous faites partie des 2 millions de personnes qui en France font partie d'une chorale. Peut-être que vous avez de plus en plus envie de chanter parce qu'on voit qu'il y a un renouveau quand même du chant. Moi je sais que c'est une pratique, je chante pas très bien, hein, mais c'est une pratique qui m'a vraiment nourrie. Notamment quand j'étais adolescente, il y avait une chorale incroyable dans mon lycée qui était portée par une prof de musique qui nous faisait chanter des trucs assez sulfureux, des trucs assez politiques et qui nous faisait faire un spectacle chaque année devant tout le public du lycée. Et ça m'a vraiment porté. Je pense que ça a canalisé plein d'affects, de rébellion, de colère. Ça m'a permis de processer plein d'émotions, en fait, de participer à cette chorale. Et puis ensuite, je chantais beaucoup dans ma voiture quand j'habitais loin de Paris. Bon, là, c'est plus le cas, donc j'essaie de chanter à vélo, mais j'ose pas trop parce qu'il y a beaucoup de monde. Je chantais aussi quand je gardais les chèvres en Andalousie. Ça me tenait compagnie toute la journée en marchant avec elles. Je me chantais mes chansons préférées, Brel, Brassens, Barbara, etc. Et puis, je chante bien sûr en manif. Pour moi, c'est ça l'occasion où on peut chanter tous ensemble, tout ensemble. Donc à chaque fois en manif, j'essaie de repérer où sont les chorales. Et le moment où on chante l'Escata, la chanson Le Pieux, ça, je suis sûre de pleurer à chaque fois. C'est vraiment l'une de mes chansons préférées. Je ne sais pas si vous la connaissez. À la base, c'est une chanson qui a été composée en catalan durant la dictature du général Franco en Espagne. Et puis ensuite, elle a voyagé partout dans le monde. Et les paroles ont été adaptées par les féministes. Là, on entend une version très belle par la chorale Nos Lèvres Révoltées. Mais si nous tirons, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Pourquoi ça fait autant de bien de chanter? Donc je me suis posée sur la question, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé des trucs que je trouve super intéressants. Donc d'abord, le chant, c'est un de nos moyens d'expression primitifs, à nous les humains et les humaines. Il y a des archéologues qui pensent qu'on a peut-être chanté avant de parler pour communiquer entre nous et que chanter, c'était une forme de lien affectif qui existait avant le langage. Et d'ailleurs, bien plus tard, avant qu'on invente l'imprimerie, les textes étaient très souvent en vers, donc avec des rimes et pas en prose, pour qu'on retienne mieux les paroles. Et on les chantait à haute voix avec de la musique, parce que on connaissait bien déjà le pouvoir presque magique des mots qui sont chantés pour les mémoriser, et comme si ça leur donnait aussi plus de force. Ensuite, il y a plein de raisons physiologiques qui font qu'on devrait tous et toutes chanter beaucoup plus souvent. Déjà, chanter, ça a un effet mécanique, ça fait vibrer le nerf vague. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du nerf vague. Je crois que c'est encore assez mystérieux, qu'il y a plein de choses à découvrir sur ce nerf, mais j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler dans tous les contenus qui nous parlent de comment calmer notre système nerveux. En fait, c'est un très long nerf, un des plus longs nerfs du corps, qui est une sorte d'autoroute entre notre cerveau, notre cœur, nos poumons, notre ventre. Et il y a plein de pratiques qui servent à l'activer, et ça a pour effet de calmer le rythme cardiaque, de calmer la respiration, de dire à notre corps qu'il est en sécurité. Et quand on chante, ça active vraiment fort ce nerf vague. Chaque fois qu'on expire lentement en chantant, qu'on fait vibrer la poitrine, la gorge, on stimule mécaniquement le nerf vague et ça envoie le signal au cerveau que tout va bien, on peut se détendre. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes, parce que souvent, on reste bloqué dans un état d'hypervigilance ou de figement où on n'arrive pas du tout à stimuler ce nerf vague. Et le faire, ça aide à sortir de ces états de figement en ramenant progressivement le corps dans un état de sécurité. C'est pour ça qu'il y a plein de techniques thérapeutiques qui utilisent la vibration vocale pour réactiver ce flux nerveux entre le cerveau et le corps. Donc quand on chante, on rétablit un dialogue intérieur entre des zones du corps qui avaient cessé de communiquer parce que on était trop stressé, on avait trop peur et on était bloqué dans cette émotion-là.
Et dans le film La Vague, je trouve que c'est ça aussi qu'on ressent, en fait, qu'on voit chez cette héroïne, Julia, et puis chez toutes ses camarades qui ont relaté les violences dont elles ont été victimes, dont, en fait, toutes les personnes sexisées sous le patriarcat ont été victimes avec plus ou moins de force, avec plus ou moins d'horreur ou d'intensité, mais qui peut nous faire vivre toutes plus ou moins dans un état d'hypervigilance. C'est que chanter tout ensemble, ça nous fait sortir de ça. C'est une façon de nous soigner, en fait, de nous guérir collectivement. Et puis bien sûr, chanter fort, oser crier, c'est aussi une façon de se réapproprier son corps et de prendre de la place. Ouais, super. Ouh, c'est vrai que ça va mieux, ouais, déjà. Ça fait du bien. Oh là là. Juste ça, déjà. Et ça, j'en ai parlé avec quelqu'un que j'entends très souvent chanter, puisqu'il s'agit de ma voisine, Margot Poguet. Oui, bonjour. J'adore ce système. C'est incroyable. C'est très marrant comme ça va tel le rossignol de l'immeuble. Qui est une chanteuse professionnelle, une chanteuse lyrique, une soprano, qui chante à l'opéra, et que j'entends avec délice de temps en temps chanter, parce que sa voix résonne dans la cour de mon immeuble. Le chant, c'est l'art de faire des beaux cris. C'est un peu ça, en fait. Donc il faut être capable de crier. Et il y a beaucoup de femmes, je pense, qui savent pas crier. Exactement. Ça prend du temps d'apprivoiser ça, parce que chanter, c'est crier. À l'intérieur, en fait, c'est à la fois un geste extrêmement construit, mais qui fait retrouver une sensation extrêmement primaire de cri, d'une solidité sans pareil, en fait. Enfin, la solidité de cri qu'on connaît et qui s'apparenterait à celle du chant lyrique, éventuellement, c'est le cri des bébés, qui sont inépuisables. Ils se grattent pas la gorge après avoir crié, les bébés. Non, mais c'est vrai, ils se fatiguent pas. Le geste, il est instinctif. Et en fait, c'est de façon un petit peu plus polie, quoique, c'est un peu la même technique qu'on apprend à retrouver aussi pour pouvoir chanter dans des salles immenses sans être amplifié. Du coup, c'est quand même très primaire. Ça vient rechercher quelque chose qui est extrêmement profond, intime aussi, et qui du coup est à la fois très travaillé, mais en même temps rend très vulnérable quand on est quand on est sur scène. J'ai trouvé encore d'autres raisons qui font qu'on devrait chanter beaucoup plus souvent. Ça crée un lien incroyable avec les personnes avec qui on chante. Ça libère de l'ocytocine, cette hormone dite de l'attachement, qui fait tellement de bien quand on chante avec d'autres. Ça a été mesuré par le chercheur en sciences musicales allemand Günther Kreutz en 2014, qui a comparé le taux d'ocytocine dans la salive de choristes après une répétition et celle qu'ils avaient après une simple conversation en binôme. Et c'est beaucoup plus élevé, le taux d'ocytocine, après avoir chanté ensemble. Ces résultats, ils sont confirmés par une autre étude, en anthropologie cette fois-ci, par Eluned Pierce, une chercheuse de l'université d'Oxford, qui a étudié les activités qui permettaient le plus à un groupe d'inconnus de former un collectif. Et sa conclusion, c'est que les groupes où on chante se lient beaucoup plus vite que les autres. Moi, ça m'étonne pas, quand on chante en groupe, on entre en résonance avec le corps des autres, on apprend à s'écouter, on peut apprendre à improviser ensemble, on apprend à être harmonieux avec les autres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en France, ce pays où on adore râler, il y a aussi de plus en plus de gens qui adorent chanter. Et quand on re-respire, on pense toujours à cette respiration qui est lente et profonde. Okay. On parle de 2 millions d'adultes qui sont inscrits dans des chorales. Et j'ai l'impression que ça redevient de plus en plus populaire, le fait de chanter tous et toutes ensemble. Il y a notamment la chorale de meufs, qui est une chorale éphémère entre femmes, sans engagement. On vient quand on veut, quand on peut. Il n'y a pas de partition, il suffit juste d'écouter la playlist en boucle. On apprend entre 4 et 6 chansons du répertoire populaire. La semaine dernière, j'ai chanté à tue-tête, un peu mal. Mais ça m'a fait tellement de bien. C'était dans un truc qui s'appelle le Bœuf, qui a lieu de temps en temps à Paris avec des musiciens. Et pareil, on a les paroles.
Et tout le monde chante, et il y a plusieurs voix, et je suis ressortie de là ravie. Et à cette occasion, j'ai appris l'existence de groupes de circle songs. En fait, c'est sûrement super connu, mais j'ai rencontré une personne qui en animait. Ça a l'air génial, j'ai trop hâte de pouvoir essayer. Là, c'est des pratiques d'improvisation, en fait, où on invente dans le groupe une chanson, où chacun rajoute un motif. Et il n'y a pas besoin d'être musicien ou musicienne. On peut faire des onomatopées, on peut faire des percussions avec son corps. Et ça amène encore à un autre niveau de créativité, d'expression de soi-même et de création collective. Donc j'ai hâte de tester. Bon, j'espère que ça vous donne envie de chanter. Mais si jamais vous êtes inhibé, vous n'avez pas trop envie, ou alors vous avez envie mais vous avez peur, il est possible que l'un des grands freins pour ça, c'est la peur, voire la honte de chanter faux, de chanter mal, peut-être qu'on vous a dit ça à un moment. Moi, j'en connais pas mal des gars qui n'ont pas peur de hurler très faux dans des karaokés, mais bien sûr, comme le genre imprime sa marque sur tout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui ont plus souvent appris à pas faire de bruit, à rester sages, à pas déranger, et donc qui ferment la gorge pendant des années, qui osent pas sortir leur voix. Et si c'est votre cas, je peux que vous encourager à retrouver votre voix, à chanter fort sous votre douche, dans votre voiture, ou à chanter en vous promenant dans les bois si vous pouvez, où vous voulez en fait. Sans logique de performance, sans vous enregistrer, pas pour faire joli, juste pour vous faire plaisir, pour vous faire comme un massage intérieur, pour vous faire du bien. Et puis, même si vous n'osez pas entrer dans une chorale ou dans un cercle de chant, on peut toujours chanter en groupe en allant dans des salles de concert, ou en manif, encore une fois. Parce qu'il y a quelque chose de magique quand on chante ensemble, c'est qu'on a l'impression de chanter juste. Vous avez peut-être remarqué ça dans des concerts, par exemple. C'est pas qu'une impression. Ça aussi, ça a été étudié scientifiquement. Des phénomènes de foule ont montré que quand on chante ensemble, les défauts des uns sont corrigés par ceux des autres. En gros, il y en a qui chantent trop haut, trop bas, décalé, un peu faux. En moyenne, ça va sonner extrêmement juste, d'autant que chacune a tendance à s'ajuster un peu naturellement par rapport à ses voisins. Et donc, le collectif sonne plus juste que les individus pris séparément. Et l'autre effet magique quand on chante ensemble, c'est qu'on se sent vraiment ensemble et même on se sent connecté à quelque chose de plus grand que soi. Parce que les mots, quand on les chante, ils peuvent devenir des sorts. Les chants révolutionnaires, les chants de lutte, les chants de manif, ils portent une puissance qui nous dépasse. Quand on chante ensemble l'hymne des femmes ou Un violador en tu camino ou même Bella Ciao, on ne fait pas que reprendre une chanson, on invoque toutes celles et ceux qui l'ont chantée avant nous. Dans le film La Vague, il y a ce moment où les voix se rejoignent en formant littéralement une vague sonore. Et c'est bouleversant parce que, en voyant le film, on se souvient que le chant collectif, c'est ça, c'est un souffle qui nous soulève. Alors voilà, moi je me promets que je vais chanter tous les jours, même un petit peu, et sortir en manif avec des chansons que je connais et peut-être même des feuilles où j'aurais imprimé des paroles pour chanter avec d'autres gens. J'en ai mis plusieurs d'ailleurs en ligne sur mon Substack. Et d'ici là, je vous recommande, vous l'avez compris, d'aller voir le film La Vague qui sort le 5 novembre. Et je vous recommande en particulier d'aller le voir dans une salle de cinéma avec du monde, d'y aller avec plusieurs personnes, avec des copines, des copains, des camarades, peut-être des gens avec qui vous avez déjà manifesté, parce que on a vraiment l'impression, en regardant La Vague, d'être avec ces femmes qui chantent et qui se révoltent. Et c'est pas du tout la même sensation quand on est sur un petit écran d'ordi tout seul chez soi.
très curieuse de vos expériences de chant. Est-ce qu'il y a des techniques que vous voulez partager, des expériences? Vous pouvez le raconter dans les commentaires ou sur le chat des abonnés, sur mon Substack, Renverser la table, ou dans les commentaires de l'article qui accompagne cet épisode dans ma newsletter. J'espère que ce petit épisode, créé grâce au soutien de Metropolitan, le producteur du film La Vague de Sébastien Lelio, vous aura donné envie d'apprendre des chansons, d'en reprendre, de les transformer, peut-être d'en improviser avec vos amis. Parce que chanter, ça peut aussi être un acte de résistance et que c'est l'une des plus belles façons de sortir du silence et de trouver sa voix. Voilà, chantons beaucoup plus souvent, même mal. Merci à la chanteuse lyrique Margot Poguet, ma chère voisine, et merci à la chorale Nos Lèvres Révoltées. Merci beaucoup à Jeanne Longhini pour la production de cet épisode, à Bertrand Guillot, mon cher voisin, pour ses conseils avisés, à Solène Moulin pour la réalisation. Renverser la table est un podcast que j'autoproduis. Pour me soutenir, pour avoir toutes les références dont je viens de parler, eh bien abonnez-vous à ma newsletter en ligne sur Substack, Renverser la table. Merci. À bientôt.